Mesdames et messieurs, bonsoir, téléspectateurs du Messager Télévision et du Pan-African Media TV. À quelques heures d'un scrutin historique en République centrafricaine, le pays est à la croisée des chemins. Demain, 28 décembre 2025, n'est pas seulement une échéance électorale, c'est le test ultime de notre maturité démocratique et notre désir collectif d'une paix durable. Après des semaines d'une campagne intense où les discours ont parfois été passionnés, une question fondamentale s'impose à nous au-delà de nos appartenances politiques. Comment faire de ce rendez-vous électoral un acte de naissance pour une stabilité définitive plutôt qu'un facteur de division? Le thème qui nous rassemble ce soir, République centrafricaine, scrutin du 28 décembre 2025, un rendez-vous avec l'histoire nous met face à nos responsabilités. Il ne suffit pas de voter, les Centrafricains doivent encore pouvoir le faire sans crainte. Chacun des maillons de la chaîne doit accepter les règles du jeu et chacune des voix doit être respectée. Entre spectre des tensions passées et l'espoir d'un avenir de développement, la frontière est mince, elle s'appelle le civisme. À l'heure où le silence électoral s'est installé, nos échanges messieurs doivent éclairer les consciences. Comment transformer l'énergie de la campagne en sursaut patriotique dans les urnes? Comment garantir qu'au terme du quadruple scrutin demain, la République centrafricaine tout entière sera la seule victorieuse? Le débat est ouvert et pour l'animer, je ne serai pas seule. Je suis en compagnie de celui qu'on ne présente plus, Fabrice Ndoum. Bonsoir Fabrice. Merci Christine Chili. Merci également à nos téléspectateurs très nombreux à travers le monde de nous accueillir au cœur donc de cette veille électorale ici en République centrafricaine. On va accueillir avec beaucoup d'intérêt ceux qui vont nous accompagner le temps de cette réflexion en télévision. Premier, les sociopolitistes. C'est un réel plaisir de vous accueillir sur ce plateau central. Monsieur Jonathan Mapongeli, bonsoir. Bonsoir mon frère Fabrice Ndoum, bonsoir Madame Chili qui est accompagnée à la co-présentation. Bonsoir à nos copanélistes et à nos millions de téléspectateurs de par le monde. Alors, on rappelle, production depuis donc la cité capitale politique Bangui. Nous avons un deuxième panéliste sur ce plateau, Bertrand Tatinda, vous êtes analyste politique. Merci infiniment de nous accompagner ce soir. Bienvenue. Merci Fabrice, merci Madame Chili de m'avoir invité, convié à ce débat dans ce pays accueillant, qui est niché au cœur de l'Afrique centrale. Je suis très content avec vous et nos très nombreux téléspectateurs de partager cette émission avec vous et de voir un peu comment s'est déroulée cette campagne, effectivement les enjeux de cette élection pour le décollage et surtout la stabilité de ce pays d'Afrique centrale qui dans le passé a beaucoup souffert. Bonsoir à nos très nombreux téléspectateurs qui nous suivent, tout à fait. À mes copanélistes que vous continuerez de présenter. Bien sûr. Un autre qui s'associe donc à nous dans la réflexion de cette soirée, il est géostratège. C'est un réel plaisir de vous avoir, cher monsieur Charlie Kenyon. On est tout heureux de vous accueillir sur ce plateau délocalisé ici à Bangui. Bienvenue à vous. Bonsoir, mon très estimé frère Fabrice Ndoum. Bonsoir également, Madame Chili. Bonsoir, mes très illustres copanélistes. Je suis très honoré d'être ici, d'être à Bangui, la coquette, comme nous avons l'habitude de dire. Je peux déjà, de par la ferveur justement qui anime le peuple centrafricain dans l'accompagnement justement à ce qu'on pourrait qualifier d'apothéose, d'expression même de la voix du peuple centrafricain à travers les quadruples élections qui vont se dérouler, je crois, à partir de demain. Je suis fier de voir un peuple debout et j'espère que durant justement toute le long de cette émission, nous aurons assez justement à donner comme élément de réponse à la thématique justement mise en débat de nature à éclairer la lanterne de tous ceux-là qui ont un malin plaisir à nous écouter. En toute logique, on suppose que si les gens vont à l'élection présidentielle, si les candidats s'engagent à fond, comme on a vu, c'est parce qu'ils pensent que le contexte a changé. Effectivement. Et que désormais, le vote va remplacer le fusil. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, c'est le fusil qui tenait lieu et place de vote. C'est la violence politico-militaire, comme on les a appelés. On a inventé une notion de groupe politico-militaire. Des bêtises comme ça qu'on impose aux Africains. Vraiment des bêtises, aux Africains. Bon, on fait avec. Donc,
Hier, c'était les coups de canon, les coups de fusil qui parlaient à la place. Aujourd'hui, c'est plus ça, puisque tous les hommes politiques considèrent que désormais, si on veut faire la politique, il faut aller aux élections. La deuxième chose qui nous amène à croire qu'on est dans un processus sérieux et irréversible, c'est que des milliers d'ex-combattants ont déposé les armes. On ne les compte pas milliers, ils sont plus de 8100. Mais il y en a qui restent encore dans les forêts. Oui, ils sont... peut-être marginal, mais ils restent quand même. Non, on peut dire, actualité. sans faire un entorse l'engager à ce processus, c'est très marginal ce qui reste désormais. Et même les groupes, si vous voulez penser à Noureddin Adam, on voit que même lui, il est intéressé par le processus si on se refait un ensemble de rumeurs, un nombre de tracts qui circulent dans le pays. Si vous voulez avoir tous les éléments pour démontrer que c'est sérieux et irréversible, il y a un ministre qui est en charge du domaine, qui a fait une conférence de presse, je crois. Tout à fait. Dans le cadre de la MINUSCA. Tous les éléments sont là-dedans. Et on ne peut pas dire que c'est le ministre qui dit ça, c'est pas crédible. Mais la MINUSCA, il y avait le ministre qui travaille ensemble. Tous les partenaires qui sont engagés, c'est le cas de la BAC, la Banque mondiale, l'Union européenne, tous ces partenaires qui sont engagés. Le Tchad, il ne faut pas oublier l'action du président Déby, Mahamat Déby. Donc, cette dynamique, ce n'est pas une dynamique simplement qui engage l'État centrafricain. Pour qu'on puisse dire que non, il y a plus de propagande que de réalité. Tous ces partenaires que je viens de citer sont en accord avec le gouvernement centrafricain pour faire l'état de ce processus de désarmement et de réintégration des combattants. C'est un processus sérieux. La dynamique est sérieuse. Quand vous couplez le retour de l'autorité de l'État, c'est pratiquement tout le territoire, avec le rétablissement des sous-préfectures, etc. de l'État. Il y a des choses à partir desquelles on analyse un processus de paix. Tout à fait. Le retour de l'autorité de l'État, le retour des installations de l'État, sous-préfectures, etc., et préfectures, etc. La dynamique de désarmement et de réintégration des combattants. Quand le ministre, il est clair, il vous dit, allez dans leur ville, où ils étaient, à Bria, allez... Kagabando. Pour ça faire... Ces gens, ils ont repris la vie normale. Indépendamment des 1000 qu'on a intégrés, depuis des milliers qu'on a intégrés dans les forces de sécurité. Donc c'est un processus sérieux, irréversible. Dites-moi quelle est la raison pour laquelle, subitement, on va douter. Pourquoi? Ça dit que, faut dire que tous ces partenaires internationaux, désormais, considèrent que, non, vraiment, ce qu'on fait là, c'est rien. On va retourner dans la violence politico-militaire. Non. Non, Fabrice, le Centrafrique est en train de passer, de traverser cette période-là. Parce que tout ce qui était, pardon, comme ça, de pro de loin mêlé dans la guerre, tout ce qui entretenait ce commerce-là, aujourd'hui, constate que non seulement sur le plan militaire, même sur le plan politique et sur le plan international, la logique est aujourd'hui, il y a une dynamique, n'est-ce pas, qui va plutôt vers la consolidation de la paix. Je dis ça parce que, bon, je ne veux pas insister sur certains détails. Les entrepreneurs du chaos et de la guerre ont compris que ça ne marchera pour rapport de force, aujourd'hui, dans le pays, n'est plus favorable à ce type d'entrepreneuriat, y compris leurs parrains internationaux. C'est pour ça que cette dynamique-là est en train de s'imposer. Il faut souhaiter que ça continue et que ça aille jusqu'au bout. Donc, de ce point de vue, nous abordons ce scrutin avec beaucoup d'optimisme, indépendamment de l'alarmisme et du pessimisme de certains acteurs politiques. C'est de bonne guerre, mais les faits sont là. Monsieur Dologuélé dire qu'il n'avait pas eu tous les pleins moyens, à l'effet de faire notamment de battre campagne à l'arrière-pays, qu'il s'était accaparé de tous les moyens logistiques, techniques, ce qui serait en contradiction avec la loi électorale. Bon, il fait partie de ce qu'on appelle les grands candidats. Mais les grands candidats en Centrafrique, ils ont une histoire. Comme les groupes politico-militaires ont une histoire. On sait très bien les liens structurels, c'est pas, qui ont formé l'ossature des groupes politico-militaires d'un côté
d'autre part avec leurs partenaires internationaux, la France, et tous ces réseaux internationaux de la prédation. D'ailleurs, le président centrafricain a eu à le dire dans des forums internationaux, dans les instances. À l'ONU, il a dit, à Doha, je crois. Oui, c'était à Doha. Il a dit de manière claire. Il a mis les acteurs de la prédation internationale devant leur responsabilité en disant que vous êtes en train de dépecer le Centrafrique. Il a dit, donc je ne dis rien de particulier quand je dis ça. Maintenant, il est président, non, pas aller plus loin, en désignant ce qui se dit, tout ça. Les groupes politico-militaires avaient des parrains internationaux. C'était la France, on peut en citer d'autres qui étaient là. Le Soudan, actuellement. Le Soudan, et même certains pays de la sous-région qui, pour raison d'une autre, n'est-ce pas, pour raison d'une autre, n'est-ce pas, trouvaient un intérêt à cette situation. C'est un fait. Le débat de savoir, les acteurs, les grands candidats et autres, ils se situent où dans cette chaîne? Le président de l'Oguélé, on connaît sa place dans cette chaîne-là, donc on n'est pas surpris d'un tel discours. Il y a une telle conception de l'opposition qui prévaut dans les pays africains qui explique ce type de position et qui nous amène à comprendre qu'à la limite, les acteurs politiques souhaitent que la paix ne vienne pas dans le pays. Ils souhaitent que le pays ne le trouve pas. Il y a certains acteurs politiques, pas tous. On a rencontré par exemple M. Brian Reboise qui lui reconnaît véritablement la dynamique qui est portée par le chef de l'État et il s'inscrit d'ailleurs en faveur de ces dynamiques-là. Vous m'avez parlé du président de l'Oguélé, je parle de lui. D'accord. Maintenant, une fois qu'il a dit ça, il est quand même candidat. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que lui-même comprend l'importance de remplacer le fusil par le vote. Absolument. Voilà. Donc, vraiment, c'est une dynamique qui s'est installée. Elle a ses contraintes. Parce qu'il faut jouer, il faut savoir manager la complexité des partenaires internationaux, de la communauté dite internationale, n'est-ce pas? La communauté dite internationale, nous savons ce qu'elle est. Communauté dite internationale, il faut gérer tout ça. L'État centrafricain commence à avoir une grande expérience dans le management de cette complexité au niveau international. Il faut saluer ça. C'est un métal-actif du président Touadéra et de tout son gouvernement. Il faut saluer ça. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, malgré le caractère marécageux, c'est-à-dire compliqué, rempli de crocodiles. Ce fameux marigot de papa. Oui, tout à fait. Le pays a réussi. À se frayer chemin. Non, à imposer une dynamique, à imposer une trajectoire, celle de la paix. Il faut que cette élection, moi je le dis, n'ont de sens que si à la fin, elle consolide la paix. Merci. Maintenant, je vous retrouve, et le président d'ailleurs rappelé tout au long de sa campagne électorale qu'il n'y aura plus jamais de coup d'État en République centrafricaine. Quand il le dit, il sait effectivement mieux que quiconque les leviers sur lesquels il peut s'appuyer pour que le pays ne revive plus de même situation. Mais je voudrais, tout à l'heure, Jonathan a évoqué véritablement les situations antérieures. Situation électorale, j'entends par. En 2020, on avait une élection présidentielle. En 2023, on y était pour le référendum. En 2025, on y est pour un quadruple scrutin. C'est quand même historique pour le pays. Alors, vous êtes un analyste politique. Quand on réussit en moins de 5 ans à réussir autant d'échéances d'ordre électoral, on se dit clairement on atteint une véritable maturité. Et peut-être l'élection, ou le scrutin de demain, c'est le couronnement d'une maturité le couronnement d'un processus qui a commencé peut-être à maturer depuis 2020-2023 et aujourd'hui on est véritablement en train de célébrer là la grandeur du Centrafrique retrouvé. Pas depuis 2020, un couronnement oui, relativement positif. C'est depuis, de mon point de vue, 2019. D'accord. Parce que le Centrafrique, depuis son indépendance, a eu beaucoup de campagnes de déstabilisation, de ce qu'on peut appeler des groupes rebelles. Et ça a été fait. J'ai un comme ça. Moi, je fais partie des enfants qui ont connu l'opération Barracuda. J'étais à l'école primaire et puis un matin, via les dépêches, on avait cette opération Barracuda qui faisait qu'on faisait tomber un président de la République. C'est depuis 2019 qu'il y a eu que le président Touadéra s'est engagé à son corps défendant. C'était très difficile. Il y a eu beaucoup de débats. Il y a même eu des débats dans la famille panafricaniste, des débats au Cameroun, dans la sous-région, de savoir si on allait aux accords, à la négociation de Khartoum. Je crois que vous étiez à Khartoum, à la négociation de Khartoum, et surtout, qu'est-ce qu'on allait faire à Khartoum?
j'avoue que nous, on se posait la question de savoir que l'État centrafricain a déjà essayé de faire tout ce que la communauté internationale demande souvent à des États de faire. C'est-à-dire que d'amorcer des négociations et de pouvoir aller à des gouvernements d'union nationale. Mais l'État centrafricain s'est engagé là, on est allé aux accords de Khartoum, mais ce qui était nouveau aux accords de Khartoum, c'est qu'il y avait un nouveau partenaire, c'est-à-dire l'ancien partenaire avait été affaibli et il y avait un nouveau partenaire, la Russie, qui est arrivé et qui était facilitateur de l'affaire et qui promettait aussi être même un partenaire en matière de sécurité et de défense et surtout même un partenaire d'investissement, un partenaire financier. Mais nous, ça nous causait un problème de dire à l'État de Centrafrique de partir à une négociation de paix, oui, mais avec les bras attachés. Il y avait au niveau de l'ONU encore une résolution qui interdisait à l'État de s'armer. Tout à fait. Mais les groupes rebelles s'armaient, avaient des partenaires. Le Soudan n'a pas souvent joué un rôle très positif. On ne va pas citer les pays, l'Ouganda non plus. Et puis il est allé là, il a obtenu ce qu'il a pu obtenir. Et puis on lui a dit, écoutez, cher État centrafricain, allez faire un gouvernement d'union nationale et surtout aller dans une véritable démarche politique. Et il y avait 14 groupes rebelles qui étaient présents. 14. Et puis il va y arriver et il va le faire. C'est-à-dire que M. Grabada va être nommé Premier ministre. C'était son gouvernement. Tout à fait. Il y avait sur les 14 groupes qui seront à Khartoum, 11 vont décider de déposer les armes. Et il va amener un gouvernement d'union nationale. Mieux, il va doter l'opposition d'un statut. Mais nous, on va applaudir. Mais on était sceptiques. On était sceptiques. Or, à cette époque-là, comme je l'explique, le pays n'avait pratiquement pas d'armée. Il était en train de se refaire un outil militaire. Et donc, vous voyez, tout ça a été imposé à ce pays qui l'a fait. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'appelle les preuves que l'on met à la face du monde comme ça et que l'on démontre qu'on veut la paix. C'est pour ça que lors de cette campagne, le mot d'ordre du président de la République, il n'a pas insisté sur des questions d'ordre économique. C'était qu'effectivement, il faut consolider cette affaire de paix parce qu'il partait relativement de loin. Mais nous-mêmes, moi j'étais sceptique sur ces accords. Je disais, mais président, ça ne peut jamais marcher. Je regardais l'état du Centrafrique comme ça. Et surtout que dans cette histoire, il va y avoir des acteurs qui vont véritablement pas accompagner le Centrafrique. C'est pour ça que lors de ce quadruple scrutin, eh bien, moi, M. Tassinda, nous les panafricanistes, nous souhaitons que ce ne soit pas une affaire de politique intérieure seule du Centrafrique. L'Union africaine, les pays riverains, la CEMAC, la CEAC, les partenaires financiers du Centrafrique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de partenaires qui se détachent, nos amis chinois, les États du Golfe, l'Arabie Saoudite, accompagnons ce processus. Parce que si le processus se passe bien, Jonathan, il y a des résultats qui sont donnés. Il n'y a pas de problème. Et qu'il n'y a pas cet accompagnement de ce pays jeune. Mais c'est très difficile. C'est 500 milliards de budget. C'est 620 000 km², une fois et demi le Cameroun. C'est-à-dire, les besoins sont colossaux. Mais si on regarde ce pays en disant, bon, le président a fait sa part, il s'est battu, il a organisé un scrutin, le peuple centrafricain est assez mature, et bien les élections se sont bien passées. Et qu'il n'y a pas de service, entre guillemets, après-vente. Ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que 2,3 millions d'électeurs ont décidé de faire la paix. Et puis, quand vous regardez les universités camerounaises, elles sont truffées de la jeunesse centrafricaine. Je travaille avec les écoles d'ingénieurs au Cameroun, ils sont très brillants, ils sont dans les écoles d'ingénieurs. Ils sont dans nos facultés de sciences politiques, de droit, de tous ordres. Ils sont relativement brillants. Et quand un enfant se forme en droit, c'est-à-dire qu'il se donne déjà une chance de réussir sa propre vie et forcément aussi, il va dans la logique de mettre son savoir au service en quelque sorte de son État. Donc, cette génération de jeunes centrafricains, cette élite intellectuelle, effectivement, va revenir travailler pour son pays. Donc, il faut accompagner ce processus. Ben, mon pays, le Cameroun, on fait notre part. Ben, nous disons à la CEMAC, à la CEAC, à nos partenaires internationaux, à nos amis russes, à nos amis chinois, Arabie Saoudite, de venir consolider, en quelque sorte, appuyer tous ces différents projets d'investissement que le président a promis. J'ai été surpris d'un candidat qui parle d'économie. M. Kalbegele parle d'économie. Ben, comment tu parles d'économie? Quelle économie tu fais quand, présent, il n'y a pas de stabilité dans le pays? Quelle économie tu fais? Donc, déjà, pour être... C'est
accompagner le processus de paix parce que tous les hommes politiques ont un besoin de paix. Donc au moins cela devait dire que dénominateur commun pour l'enfant de Centrafrique, c'est la paix. Maintenant, on peut discuter sur les différentes orientations. Dénominateur commun, la paix et la stabilité. La paix et la stabilité. Charlie Kenyé, je rappelle que vous êtes géostratège. Avec vous, je voudrais justement aborder cette question de stabilité à un moment où l'Afrique fait véritablement face à de grands défis. Nous avons assisté il y a quelques jours à des frappes américaines sur le Nigeria. Quelle est la responsabilité du peuple centrafricain dans ce scrutin général de demain? Oui, il faut dire ici que les questions de stabilité des pays, parler du cas par exemple de la République centrafricaine, ont généralement un impact régional, un impact sous-régional. Et la sécurité, c'est un tout. Et l'élément central de la sécurité, pour le cas d'une nation, d'un pays, c'est son peuple. C'est la raison pour laquelle vous aurez remarqué que on évolue un peu plus vers ce qu'on appelle la défense 2.0. La défense 2.0, c'est la défense qui intègre le citoyen 2.0. Oui. C'est-à-dire que le citoyen qui est au cœur de la sécurité, qui est manifesté par ces forces de défense et de sécurité, qui eux-mêmes ne trouvent leur essence que dans le peuple qu'ils sont appelés à défendre, ne peut véritablement s'épanouir qu'à partir du moment où ce peuple-là, non seulement comprend les enjeux de l'espace géographique dans lequel il est représenté, mais également accompagne les dynamiques politiques, parce qu'il faut savoir que c'est la politique qui porte tout cet idéal, de nature justement à pacifier. Alors, quand vous regardez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, du côté de la Centrafrique, depuis que nous sommes arrivés avec toute la ferveur populaire, tout, je peux dire, l'engouement qui anime aujourd'hui le peuple centrafricain, vous comprenez que c'est un peuple aujourd'hui au fait des enjeux. Vous qui êtes journaliste, vous avez couvert, si je ne me trompe pas, de nombreuses manifestations ici à Bangui, où on a vu le peuple se lever et demander au départ des forces françaises, c'est-à-dire avant que la force Sangaris, parce que nous connaissons tous les problèmes, tous les maux, tous les délits que cette force française a eu à commettre au niveau du Centrafrique. Et indépendamment de la dynamique qui a été enclenchée par les autorités centrafricaines, il faut dire qu'elle a commencé à la base avec justement cet éveil justement du peuple centrafricain qui avait commencé des marches à travers toute la Centrafrique, appelant justement à cette force française, à cette force d'occupation française, de quitter le territoire. Il y a également des manifestations que nous avons observées dans un certain nombre de grandes villes où on a vu le peuple centrafricain clairement témoigner de son respect et de son admiration envers justement les forces russes. On sait aujourd'hui que si ce pays est debout, c'est grâce à des alliés tels que la Russie ou encore le Rwanda. Et donc fort de cela, on a vu le peuple dit très clairement qu'ils sont reconnaissants de l'apport que ces pays-là ont eu justement à apporter dans le cadre de la pacification du pays. Et mieux encore, c'est que ce peuple également s'est levé comme un seul homme pour dire que dans le cadre de la vision portée par la prééminence institutionnelle et diplomatique du pays, à savoir le professeur Faustin Archange Touadéra, nous sommes décidément engagés justement derrière lui parce que nous voyons de là où nous sortons, où nous sommes et là où nous voulons aller. Et quand vous regardez cela, je crois qu'il y a pratiquement aujourd'hui un peu moins de 10 ans, le gouvernement de Bangui contrôlait à peine 20% du territoire centrafricain. Les localités dont mon frère Jonathan Batengue venait de citer ici tout à l'heure étaient sous contrôle des groupes armés. C'est-à-dire que PK5, PK21, et je pense que nous sommes à Bangui, c'est-à-dire nous sommes en pleine capitale. La plupart de ces localités-là étaient contrôlées par des groupes armés. Aujourd'hui, quel est le rendu ? Le rendu est le suivant, c'est que la République centrafricaine, si on s'en tient aux déclarations du ministre de la Défense, qui est la voix la plus autorisée pour parler de cela, la presque totalité, quand je dis la presque totalité, c'est pour ne pas aller dans des exagérations, parce qu'il faut dire aujourd'hui que les quelques éléments d'insécurité qui sévissent encore
sur le territoire centrafricain, en réalité, sont localisés au niveau des frontières. Et ces frontières sont connues. C'est-à-dire, c'est la frontière avec le Soudan, où effectivement, l'état-major général des armées a pris un ensemble de mesures pour essayer justement de cantonner cette menace à ce niveau-là. Rappelons que c'est une menace propre à la plupart des États africains, c'est-à-dire la porosité de nos frontières, qui empêche justement le contrôle des flux des biens et des personnes qui traversent cela, et qui forcément peut impacter la sécurité intérieure, parce qu'il faut rappeler que la porosité des frontières, généralement en Afrique, brouille les limites entre défense de l'intégrité du territoire et sécurité extérieure du pays. Et donc, quand vous ramenez cela avec ce que nous sommes en train de dire, vous voyez que cette partie du pays qui représente une menace, les mesures ont été prises pour justement permettre à ce qu'elles puissent, à défaut d'être cantonnées, mais qu'elles puissent être, je veux dire quoi, neutralisées à cet endroit-là. Il y a également la frontière avec le Tchad. Il faut préciser que c'est une frontière qui, pendant pratiquement 10 à 14 ans, avait été restée fermée. Or, si vous regardez les groupes rebelles ou bien les chefs politico-militaires aujourd'hui qui ont décidé de déposer les armes, avec qui l'État centrafricain est en négociation, vous avez Ali Darassa de l'UPC, vous avez Abdelkader Bobo Sémé du mouvement 3R. Vous prenez le cas, par exemple, de Abdelkader Bobo du mouvement 3R, vous verrez que son champ d'action se trouve entre la frontière Tchad, République centrafricaine. Et donc, le temps où cette frontière était restée fermée, ça permettait justement à ce que celui-ci prospère dans le cadre de ses activités terroristes sur le territoire centrafricain, parce qu'il avait un point de repli avec le Tchad. On a vu aujourd'hui que grâce à la médiation russe et la volonté d'abord du président centrafricain, accompagné par le peuple centrafricain, on a vu un retour à la paix. Mais mieux, c'est qu'on a vu les deux pays se mettre ensemble pour constituer une force mixte qui dorénavant va patrouiller sur ce côté-là. Donc vous voyez qu'il y a des avancées considérables de nature justement à consolider cet état de paix, mais qui également trouve son essence dans les dynamiques portées par les autorités centrafricaines, la compréhension des enjeux du peuple centrafricain associés aujourd'hui à ce que je pourrais qualifier d'une certaine maturation justement des forces armées centrafricaines. Parce que vous aurez remarqué que la République centrafricaine aujourd'hui a une armée constituée, je crois, de pratiquement 26 000 à 30 000 hommes, parce que les statistiques diffèrent. Certains vous diront que, par exemple, l'armée d'été à elle seule, elle est composée de 33 000 hommes, et on va vous parler, par exemple, de 1000 paramilitaires. Ici, on convoque les éléments de l'Africa Corps avec l'allié russe. Mais dans le fond, si on s'en tient à cela, c'est une armée dont la moyenne se trouve entre 26 000 et pratiquement 35 000 hommes. Et la particularité aujourd'hui de cette armée, c'est que non seulement les zones qui étaient considérées comme étant des zones à risque en matière justement d'insécurité, des mesures ont été prises pour pacifier ces zones-là, mais mieux encore, c'est que vous remarquerez que l'armée centrafricaine, dans cette dynamique de restructuration, de modernisation et de renforcement de ses équipements, a mis sur pied un ensemble d'unités d'élite de nature à répondre aux menaces extérieures qui pourraient justement qui pourraient justement porter atteinte à cette volonté de paix pour laquelle le président Faustin Archange, je dois dire, a longuement travaillé. Donc, je crois que les voyants sont verts aujourd'hui et on ne peut que attendre de ce que le quadruple scrutin qui va se dérouler dans demain, la journée du 28 décembre se fasse quelques heures, en tout cas. Bien sûr, que cela se fasse en toute sérénité et bien sûr pour le bonheur du peuple centrafricain et de ses dirigeants. Allez, merci à vous, messieurs. On va, je vous en prie, un petit chat dans la gorge, suivre un extrait du docteur Mathias Barthélémy Mourouba. Il est le président de l'autorité nationale des élections. On me fait savoir que l'élément suivra dans un instant. Jonathan Matin-Guéné, je vous reconvoque davantage autour de ce rendez-vous historique. Et là, on a un quadruple scrutin, ce n'est pas toujours joué d'avance, mais on a quand même une décennie assez active du point de vue électoral. On voit véritablement que jusqu'ici, on n'a pas eu de couac assez grave, de quoi véritablement mettre en péril les dynamiques soit de stabilité ou alors de processus de maturité démocratique du peuple centrafricain. Et tout à l'heure, je convoquais avec vous la sociologie même électorale de ce pays. Est-ce que vous avez l'impression que le vote centrafricain est davantage orienté vers les questions de souveraineté?
ce vote ne peut qu'être orienté vers les questions de souveraineté. Je veux rappeler un élément très important de la sociologie, c'est la démographie. Lorsque vous convoquez l'histoire démographique du Centrafrique, comme l'histoire démographique des autres pays africains, au sortir des indépendances factices des années 60, le Centrafrique a pratiquement 3 millions d'habitants. Lorsque vous regardez la marge de croissance démographique du Centrafrique en 2025, on est à 2 millions d'habitants, moins de 100%. C'est une exception continentale. Ça veut dire que en plus de 60 ans d'indépendance, en plus de 50 ans d'indépendance, le Centrafrique n'a pas pu atteindre un renouvellement intégral, 100% de sa population. C'est vous dire que les affres de la guerre sont passés par là. C'est un génocide. Si vous prenez un comparatif avec la population camerounaise, le Cameroun, qui est sur 475 000 km², et là tout à l'heure Bertrand a convoqué l'élément, dit une fois et demi le territoire, presque demi le territoire du Cameroun. Tout à fait. Le Centrafrique a une population qui n'équivaut même pas à la population totale qui vit dans la ville de Douala. Ça veut dire que l'enjeu pour le Centrafrique aujourd'hui, l'enjeu démographique est énorme. Comment vous pouvez donc parler de développement? Comment vous pouvez parler de relance économique lorsque l'enjeu démographique lui-même, vous ne l'avez pas encore résolu? La question de la souveraineté s'impose parce qu'aujourd'hui, si le Centrafrique ne maîtrise pas sa souveraineté, l'enjeu démographique continuera de se poser et donc les questions même de développement seront des questions un peu, disons, superfétatoires. Elles seront un luxe. Sinon biaisées. Imaginons que, par le miracle, le président Touadéra lance des grands travaux au Centrafrique. Aujourd'hui, on a besoin de compétences. Le Centrafrique risque de devenir un gros importateur de main-d'œuvre étrangère. Vous avez 620 000 km² à développer. Comment vous le faites avec 5 millions d'individus? Et les 5 millions, il y a une tranche importante qui constitue la jeunesse et une autre tranche dans cette jeunesse qui est encore inactive. Donc, quand vous regardez la segmentation démographique du Centrafrique, l'enjeu souverainiste s'impose. La question de la paix dans l'enjeu souverainiste est notoire. Vous ne pouvez pas assister à du renouvellement démographique s'il n'y a pas la stabilité du pays. Les Centrafricains, qu'est-ce qu'on leur a appris? Au sortir des indépendances, on leur a appris à devenir uniquement des gens qui conquièrent le pouvoir par la force des fusils. Les armes étaient devenues le sport national. Conséquence, le Centrafrique a été victime d'un génocide actif pendant plus de 40 ans. Vous avez cité tout à l'heure des hommes politiques, Dologele. Monsieur Dologele appartient à une génération d'entrepreneurs de Tao qui n'ont même plus voix de cité ici au Centrafrique. Regardez sa campagne. Elle ne prend pas. On avait des affiches, même dans la capitale. La campagne, les affiches, ce n'est pas la popularité. Regardez ces campagnes, c'est sur les réseaux sociaux. Suivez le candidat. Nous convoquons tous ceux qui nous suivent là. Allez voir l'adhésion populaire. Lorsqu'il organise des meetings, il est obligé de singer un malaise. Excusez, on ne se moque pas de la santé. Mais il est obligé de faire ça pour attirer au moins un peu d'attention dans la campagne. Quand on en arrive à ça, ça veut dire qu'en fait, on est conscient qu'on n'a plus de valeur politique. Mais qu'est-ce que ce genre d'acteurs a apporté à ce pays? En dehors de leur incompétence notoire à la gestion de la chose publique, ils se sont rendus coupables de trahison vis-à-vis de leur pays. Aujourd'hui, M. Dologele, qui se plaint de problèmes de logistique, est-ce qu'il peut expliquer aux Centrafricains pourquoi il a reçu $1 million de la part des autorités soudanaises? Est-ce que Henri-Marie Dondra peut expliquer pourquoi il reçoit $1 million de la part des autorités soudanaises? De tels actes de trahison, voilà ce qui a plongé ce pays dans le retard démographique que nous sommes en train de pointer. Et ces acteurs, est-ce que M. Dologele s'est caché de ses relations
assez étrange avec l'ancien président Bozizé, qui lui a toujours montré que son mode par excellence de conquête du pouvoir, c'est les armes. Il n'y a qu'à cause de la maladie que M. Bozizé a commencé à revenir à la raison. Parce que diminué en exil, il s'est dit peut-être mes soins seront mieux pris en charge à la maison. Mais M. Bozizé n'a jamais caché son intention de remettre la rébellion au chaos Centrafrique. Et M. Dologuélé, en 2020, président, vous avez cité, en 2020, M. Dologuélé était l'un des artisans de la coalition autour de la rébellion causée par M. Bozizé. Ils vont fusionner avec ce qu'on appelle groupe politico-militaire. C'était une fusion. Super. Quand donc vous avez des acteurs politiques qui sont le parangon d'une agence de déstabilisation qui est portée par des puissances étrangères des pays voisins. Quand on parle de puissances étrangères, vous avez principalement la France. Et les pays voisins, vous avez des pays aujourd'hui, le Soudan du président, du général Al-Bourhan. Lorsque vous avez ce genre d'acteurs qui misent et qui ont, à travers des signaux parallèles, émis des menaces de court-circuiter le processus électoral, vous comprenez que l'enjeu souverainiste pour le peuple centrafricain, il est même existentiel. Si le peuple centrafricain veut se voir comme une entité qui va participer au développement de notre vaste continent, ce peuple doit se prendre en charge lui-même. Donc, la participation au scrutin de demain, c'est un enjeu existentiel pour la continuité de ce pays en tant qu'entité stable et pays souverain dans le Conseil des Nations. Il faut que les Centrafricains le notent. Et surtout, il faut que les Centrafricains le fassent pour que la croissance démographique commence à décoller. Centrafrique, aujourd'hui, vous avez les gros problèmes. Lorsqu'on veut des hautes compétences, où le Centrafrique les pêche? Dans les pays voisins, à l'étranger. Ça pose un problème que beaucoup de Centrafricains portent dans leur cœur. Ils disent, il faut que les emplois soient dévolus aux nationaux. C'est vrai. Mais quand vous accusez un certain retard démographique, lorsque les enjeux sont immenses et que le président n'a pas le temps d'atteindre, il doit aller pêcher là où ses compétences se trouvent. Donc les Centrafricains doivent noter que nous sommes à une phase cruciale. Le décollage démographique doit commencer. Aujourd'hui, quand vous marchez en Bangui, vous voyez que l'offre sanitaire s'est accrue. Fait très intéressant, nous avons circulé dans les rues de Bangui. Nous voyons que même l'offre dans le secteur privé est en train de se densifier. C'est positif. C'est les éléments qui participent de l'accroissement démographique. Vous avez la question maintenant de la régularité de l'approvisionnement en denrées alimentaires sur Bangui. Ça également, c'est un acquis, d'ailleurs depuis 2019, comme disait tout à l'heure le grand frère Bertrand. Vous avez des grands travaux qui sont en train d'être... Il y a également le port fluvial qui a été, dont la pose de la première pierre a eu lieu il y a quelques mois, ce qui laisse véritablement croire que le Centrafrique pourra à un moment donné tenter de maîtriser également ses cycles d'approvisionnement. Vous comprenez? Or, le port fluvial, c'est quoi? Le port fluvial, c'est la desserte qui pourra permettre au Centrafrique de lorgner l'océan Atlantique en passant par le Congo RDC. Et vous avez une intense activité économique lorsque vous allez de l'autre côté, au Caire, vous avez la ville de Zongo, à l'ouest de la RDC, qui est voisine. Cette ville nourrit une intense activité avec Bangui. Le port fluvial va permettre de formaliser les activités dans cette zone. Parce que quand vous arrivez là-bas, c'est une perte de devises pour le Centrafrique. Parce que l'activité est informelle. D'accord. Un autre élément. Pour sortir, Jonathan. Aujourd'hui, le Centrafrique vit au rythme du corridor Douala-Bangui. Or, lorsque vous avez le corridor Douala-Bangui, vous avez un pays qui a toujours un œil ouvert et un autre qui chancelle. Lequel? Le deuxième, c'est que le deuxième œil, c'est l'œil économique. L'œil ouvert, c'est l'œil sécuritaire, mais l'œil économique, ça chancelle. Qu'est-ce que le président est en train de faire pour que ce deuxième œil reste également ouvert? C'est qu'il y a un désengorgement du corridor Douala-Bangui avec l'ouverture du nouveau corridor Bangui,
Brazzaville. Et là, vous avez une ville qui est ici à 107 km de Bangui, la ville de Mbaïki. Elle vient de connaître ses premières lueurs de développement. C'est tout ça l'enjeu de ce scrutin. Le Centrafrique doit consolider toute cette structure économique qui est en train de se mettre en place. Cette structure économique elle-même adossée sur des structures sociales comme l'offre sanitaire, l'offre éducative et d'autres offres qui participent au développement, on prépare les grandes bases du développement. Le Centrafrique est en train de se préparer à véritablement décoller. Et les Centrafricains doivent se dire, si nous voulons que tout ceci continue dans le bon sens, nous devons nous rendre massivement dans les urnes, mais surtout effectuer le bon choix. Président, on parle de croissance, on parle de paix, on parle de stabilité, mais tout cela n'est possible que si chaque citoyen est convaincu que son vote compte, quel que soit son bord politique. Charlie a fait étalage il y a un moment d'un dispositif sécuritaire solide. Est-ce que vous considérez, au regard des tentatives de déstabilisation que vous avez vous-même relevées il y a quelques instants, que ce dispositif est suffisant pour contrer les rumeurs de déstabilisation interne et sur les réseaux sociaux notamment? Bien sûr, parce que vous croyez, je ne sais pas à vous que je dois être, vous ne croyez pas qu'on arrive à installer les élections comme processus politique, comme ça. Il faut voir d'où on vient. Il faut voir d'où on vient. Tout à l'heure, je vous ai dit ça, je suis quelqu'un de très logique quand je suis en train de faire une analyse. On n'est pas arrivé là parce que tout le monde voulait qu'on arrive là. Oui. Les forces de la prédation internationale, dont la France, on ne cessera jamais d'interpeller ce pays pour tout le mal qu'il a fait à ce pays au Centrafrique, qu'il continue d'ailleurs, elle continue à faire. Elle et ses agents locaux, sa clientèle locale. Voilà. Donc, au départ, leur but, ce n'était pas la souveraineté du pays. Ce n'était pas que si élection il y a, que les élections soient le reflet de la dynamique souverainiste du pays. La population internationale avait estimé que ce pays n'appartient pas aux Centrafricains, ça ne va jamais leur appartenir. Et dans la pure géopolitique internationale, on a créé les conditions pour que cela soit ainsi. Chaos organisé, fabrication de terroristes qu'on a pompeusement qualifiés de groupes politico-militaires, des acteurs politiques totalement dévoyés, parisianisés à outrance, etc. Et au milieu, une population étranglée, éreintée, épuisée. Épuisée, quand vous parlez aujourd'hui du peuple centrafricain, ben, qu'est-ce qu'il a fait, hormis d'aller voter demain? Ils vont aller voter demain. Il faut qu'ils aillent voter en masse, c'est ce qu'ils doivent faire. On peut leur demander plus que ça. Parce que ben, c'est un peuple qui a tellement subi les affres de la violence, de la guerre, qu'il est épuisé. C'est pour ça que je l'ai bien à votre interpellation, bien sûr. Vous avez demandé si la structure de sécurité dans le pays aujourd'hui est en capacité de rassurer face à la vague de déstabilisation, d'appel au boycott même qui vient des réseaux sociaux. Vous savez, les appels au boycott signent l'impuissance et le désarroi des entrepreneurs, du chaos, des entrepreneurs terroristes qui voient très bien qu'aujourd'hui, les conditions qui ont été créées dans le pays ne les permettent plus d'opérer, sérieusement. Ce n'est que ça. Donc, ils ne nous intéressent pas. Nous parlons au peuple centrafricain parce que la dynamique de restauration de la sécurité dans le pays, il faut voir comment elle a été construite. Hein. Lorsque le président arrive au pouvoir, il a dit, c'est public qu'il a dit ouvertement, on avait trouvé l'équipement militaire de ce pays, c'était 16 Kalachnikov. Sans aucune munition. Sans munition. 16 Et les bâtons pour les entraînements. Bon, c'était un don, c'était le don de qui? Un don de la France. L'Union européenne. Et de la France. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà l'état
Voilà l'équipement militaire du pays. Après, prendre le pouvoir. C'était vous dire ce que ça signifie. Il n'y avait plus de, je vous dis, il n'y avait plus de pays. Il n'y avait rien, il n'y avait plus de pays. Partagés en morceaux, chacun morceau, dans les mains de terroristes appelés politico-militaires. Tout ça, c'est la grande coordination stratégique de la France et de l'Occident. Parce qu'il faut qu'on dise des choses clairement. C'était ça. Dites-moi comment le pays et le président ont fait pour obtenir un partenaire stratégique capable de consolider un véritable horizon stratégique, permettant au président de faire face à ce qu'il a trouvé. Deuxièmement, comment est-ce qu'on a fait pour que, à partir de ce partenaire stratégique, on reconstruise l'armée du pays? Tout à fait. On vous a dit, hein? Aujourd'hui c'est 26 000 hommes. 26 000 entre 26 et 30 000, oui, un peu plus, comme il dit. Mais on est parti de combien? Moins de 7 000. En 2007. Ils ne sont pas en 2007 pour référence. Moins de 4 000. Dans quel état? Dans quel état? Sans équipement, sans tenue. Dans quel état? Donc, cette armée est pratiquement reconstituée. Elle a réussi aujourd'hui à sécuriser le pays à hauteur de pratiquement 96%. C'est-à-dire, il y a même pas quelques poches, une poche. Jonathan tout à l'heure a bien situé cette poche-là. Dans la vaca, voilà. Après la vaca, tout à fait. Situé cette poche-là aujourd'hui, 87%. Il faut rappeler ça, tout est sécurisé. Les Centrafricains le voient. Hein. Ils voient, ils sont en train de voir, ils vivent ça, ils voient. C'est pas la campagne qui... Cette élection ne se joue pas dans la campagne. Je n'ai pas dit qu'elle est inutile, au contraire. Mais les Centrafricains voient. Ils voient d'où ils viennent. D'où ils viennent. Donc, on a structuré ça aujourd'hui. Le pays a retrouvé sa respectabilité internationale. C'est pour ça que les partenaires commencent à le prendre au sérieux, à prendre la parole de la Centrafrique au sérieux. Oui. Donc, moi, je vous demande donc, pendant que tout ça se faisait, où étaient donc les entrepreneurs du chaos et de la terreur pour empêcher ça? S'ils n'ont pas pu empêcher, ça veut dire que la dynamique est solide. Puisque ces entrepreneurs du chaos n'étaient pas d'accord avec ça. Ça n'allait pas dans le sens de leurs intérêts. Ça n'allait pas dans le sens des intérêts de la France. Elle a montré plusieurs fois aujourd'hui. Un des signaux majeurs, c'est que, je lui en ai dit à plusieurs reprises, le président, sur le plan stratégique, a gagné cette bataille parce qu'aujourd'hui, il a ramené les parrains des groupes politico, le parrain du groupe politico-militaire en France, parrain qui parrainait le groupe politico-militaire, elle l'a ramené à une lucidité stratégique qui ne peut être que le fait d'un succès. D'un succès. C'est un retournement de situation. C'est un retournement de situation. Donc, ce dont nous sommes en train de parler là, nous ne sommes pas dans la fiction. Ce sont des faits. Ce sont des faits. À partir de là, quand j'ai dit ça, madame, je reviens sur le fait qu'une élection organisée par un État. Bon, au-delà de l'élection, l'État reste, les lois existent, une constitution existe. Ben, un État doit faire des élections pour que, après, la loi cesse d'exister parce que les gens remplacent la loi par leurs humeurs, par leurs prétentions et par leurs ambitions. Il faut qu'on soit sérieux là. C'est-à-dire que le Centrafrique n'est pas en train de faire cette élection en marchant en disant, bon, vraiment, si Dieu est gentil, vraiment, bon, on espère que tout le monde sera sérieux, les acteurs politiques vont prendre conscience. Non, on n'est plus à ce niveau. La loi doit être respectée. Et le pays aujourd'hui s'est donné des moyens pour ça. Quand il est question d'appliquer la loi pour le salut national, pour la paix, pour empêcher que les gens meurent par centaines, par milliers, un État digne se donne ces moyens-là. Or, je vous ai dit, depuis quelques années, le Centrafrique, l'État centrafricain est de retour. Il se bat, comme disaient les Anglais. D'accord. Cet État est de retour. Je vous en prie, je ne suis pas venu sur ce plateau pour, dans une dynamique de supplication, de manque de sérénité.
s'il y a des personnes à qui on peut avoir une explication, c'est la population centrafricaine. Ça doit être bien. Mais pour le reste, on n'est pas là pour ça. Ceux qui, dans le monde, en Afrique centrale et en Centrafrique, sont en train de vouloir se lever contre l'irréversibilité de la paix dans ce pays, échoueront. Je suis venu aussi pour dire ça. C'est ce que nous portons aussi comme message quand on vient ici. Parce que l'enjeu de cette élection, ce n'est pas seulement le Centrafrique, j'espère que vous avez compris. Il y a des gros enjeux sur les régionaux. Mon pays, le Cameroun, la paix au Cameroun dépend de la paix en Centrafrique. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le Cameroun est très engagé dans toute la consolidation, la dynamique de stabilisation de ce pays. Tout à fait. Le Tchad a besoin du Centrafrique qui est en paix. Le Congo-Brazzaville a besoin du Centrafrique en paix. La RDC, tous ces pays-là, l'enjeu, le Gabon, l'enjeu dépasse de très loin. C'est un enjeu sous-régional, c'est un enjeu africain, c'est un enjeu monde global. Donc, aujourd'hui, l'autorité de ce pays, l'État centrafricain, je l'ai dit, s'est donné les moyens par un travail, j'appelle ça un miracle, hein, c'est un miracle de sécuriser son territoire. Ce n'est pas pour que, à la faveur d'un scrutin encadré par la loi, par la constitution d'un pays, à la faveur d'un scrutin, pour qu'on rentre en arrière. Donc l'État doit garantir la loi. L'État doit garantir la loi. Si des acteurs politiques ont dit que bon, on va à l'élection présidentielle, ben, qu'ils sachent dedans. Oui, non, c'est le vote. Il n'y a plus de fusil. Oui. C'est le vote, c'est terminé. Et que ceux qui vont s'aventurer à dire que bon, ok, nous voulons reprendre notre commerce politico-militaire, mais ils trouveront la force de l'État centrafricain en face. Et ils trouveront les panafricanistes en face d'eux. Et ils trouveront les forces dans le monde entier qui croient à ce pays-ci, qui pensent que ce pays est important pour le monde, a une vocation dans le monde, et ils trouveront ces forces-là en face d'elles. Merci à vous, cher monsieur. Il nous reste une cinquaine de minutes avant de refermer cette édition. Bertrand Tatina, je vous retrouve en 2 minutes si c'est possible. Comment réussir un tel rendez-vous électoral? De part et d'autre, que ce soit de côté de la population, des entités techniques qui doivent organiser le scrutin, mais les hommes politiques, puisque après il y aura un contentieux très certainement. Il ne faudra pas que ça aille dans tous les sens. Non, que l'État reste fort. Que l'État reste fort. Il y a une telle maturité du peuple centrafricain, contrairement à ce que vous croyez. Il y avait 56 députés de l'opposition, hein, Assemblée nationale, là. 56 députés de l'opposition. Donc, le président Touadéra n'était pas dans du 100%. Ça veut dire qu'il avait une majorité relativement fragile. Premier point. Deuxième point, c'est comme je dis, l'État doit continuer à muscler son outil de défense. Nous expliquer que le Centrafrique doit d'abord construire les écoles et puis muscler l'outil de défense. Troisièmement, ce qu'il faut, lutte impitoyable contre la corruption. Nous, les panafricanistes, nous n'allons pas laisser passer la corruption. Parce que c'est ça qui plombe le développement. C'est-à-dire que des espèces de cartels, des endocolonnards... Notre président l'a dit à plusieurs reprises dans ses meetings. Des mafieux. Il sera sans pitié contre la corruption. Mafieux. Oui, non, nous suivrons avec beaucoup d'attention. Parce que ça fait donc une forme de bourgeoisie et se greffe là dans l'administration centrale, autour du président qui, dans sa dynamique, nous le vivons dans la quasi-totalité des pays de la CEMAC, et comme ça, des groupes corrompus, des groupes mafieux, plombent le développement. Donc, une lutte impitoyable contre la corruption. Impitoyable. Et enfin, Jonathan a dit quelque chose, il faut peupler cette histoire, une politique nataliste, c'est-à-dire pratiquement de donner une médaille et d'encourager les femmes à faire des enfants. Mais ça va, comment je vais dire, avec un accompagnement sanitaire, avec un certain nombre d'accompagnements et dans le budget. Ouais. C'est-à-dire, oui, il faut absolument que ce pays, ce peuple, il faut absolument que les femmes centrafricaines fassent des enfants, il faut absolument ça, parce que vous lancez par exemple un petit programme, comment je vais dire, que banane manioc, sur quoi? Sur 200 hectares. Ben, allez trouver des gens qui vont se courber sur 200 hectares pour récolter du manioc. Donc, c'est ça. Donc, moi, nous allons regarder ça et suivre ça avec beaucoup d'attention, mais aussi la continuité, comme le président l'a dit, c'est continuer une action, effectivement, qui va forcément élever le pays. En 1 minute, Charlie, une réaction. Nous avons observé avec beaucoup d'attention les Centrafricains de la diaspora. Par exemple, au Cameroun, c'est 2700 qui sont attendus demain aux urnes. Comment ne pas exclure ceux qui sont réfugiés
dans ce processus constructeur, qui ont soif, qui attendent justement la confirmation de cette consolidation de la paix pour revenir en Centrafrique? Oui, je crois que ça tourne en réalité aux garanties de paix et de sécurité. S'ils ont quitté ou s'ils sont quittés, ils ont quitté leur pays, c'est justement parce qu'il y avait une situation d'insécurité qui les a contraints justement à aller trouver un meilleur refuge ailleurs. Hein, à la base, c'est ça la problématique qui revient justement à ce dont on parlait tout à l'heure. Pour dire que je crois qu'il y a également un travail de communication, surtout de communication stratégique, qu'il va falloir mettre en place pour amener les uns les autres à comprendre où nous étions, où nous sommes et là où nous voulons aller. Mais mieux, de les amener également à comprendre les défis qui s'imposent à nous, les acquis que nous avons et les dynamiques participatives des uns et des autres pour justement renforcer ces acquis-là. Et c'est dans ce sens, par exemple, que quand vous regardez ce qui a été fait, parce que c'est important de le dire, lorsque le président Faustin Archange Touadéra sollicite la France pour justement essayer de reconstituer les forces armées centrafricaines des FACA, les Français lui font savoir qu'en réalité, pour constituer un bataillon d'à peu près 500-800 hommes, il fallait au bas mot entre 20 et 30 années. Mais regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que en l'espace de pratiquement 5 à 8 années, les nouveaux partenaires stratégiques du Centrafrique ont réussi non seulement à reconstituer les forces armées centrafricaines, à les moderniser, à les restructurer, à les renforcer, tout en répondant aux menaces sécuritaires qui pesaient sur le pays. C'est-à-dire qu'il faut pacifier le pays tout en constituant un socle sécuritaire solide de nature à répondre justement. C'est un prouesse qui n'a pas... C'est-à-dire que... Et ce sont les éléments qu'il faut mettre en compte pour appeler les uns les autres à voir, même parce que il y a une fierté qui doit animer ce genre de mouvement. C'est-à-dire que le citoyen doit être fier là où il est de dire « Mon pays à moi a pu faire ça, est parti de ça et veut aller vers ça ». Et ça, il faut en construire, il faut un narratif, il y a toute une communication stratégique qu'il faut mettre derrière. Et je vais terminer par quelque chose de formidable qui rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure au président Bandakane sur les tentatives de déstabilisation. Qu'est-ce qui montre que nous avons atteint un point de saturation, un point de maturation autant pour moi? Deux éléments. J'aime souvent le dire qu'en matière de sécurité, le fait que nous ne soyons pas au fait d'une menace ne veut pas dire que la menace n'existe pas. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission, il peut y avoir une tentative contre cet hôtel, d'ailleurs, de nature à porter atteinte à notre intégrité physique, mais que les services de renseignement arrivent à déjouer. À notre insu. Et on ne le saura peut-être jamais. Mais sauf que nous avons continué cette émission en toute sécurité. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a eu un légionnaire français qui, après avoir causé de sales besognes en Afrique de l'Ouest, précisément avec le Mali, où il a opéré aux côtés justement des groupes rebelles maliens, a été justement instruit par la hiérarchie militaire française et la DGSE de venir reprendre le même schéma avec le Centrafrique. Vous vous souvenez d'un certain Guignolo, c'est pas son nom, m'échappe un peu. Guignolo. Merci. Qui a été récupéré par les services de sécurité et de renseignement centrafricains, avec tout un arsenal sur lui. Nombre de la présidence. Nombre de la présidence et des moyens financiers de nature justement à au-delà de déstabiliser, à alimenter justement un circuit de cellules dormantes à l'intérieur du pays, ce qui devient très dangereux. Donc il faut féliciter le renseignement centrafricain pour avoir justement neutralisé cette menace. Deuxième menace, vous avez tous entendu parler d'un certain Martin Joseph Figueira. Tout à fait. Portugais, Suisse, bref. Otanien. Un conglomérat de nationalités. Otanien, parce qu'il travaillait pour une ONG américaine, FHI 360, dont il faut préciser les activités étaient coordonnées par l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis. La précision en vaut la peine, c'est-à-dire que les activités de cette ONG, dont M. Martin Joseph Figueira en faisait partie, étaient coordonnées par l'ambassade des États-Unis en République centrafricaine, et bien cet individu
après justement un certain nombre de percées et des forces armées centrafricaines au niveau de l'Est de la Centrafrique, qui a permis justement de mettre la main sur ce sinistre personnage, à la suite de son exploitation, on s'est rendu compte qu'il était justement une courroie, un intermédiaire entre la plupart des chefs politico-militaires qui opéraient justement en Centrafrique et qui semaient le chaos, avec un ensemble de parrains internationaux qui justement représentent ce que le président appelait tout à l'heure les artisans du chaos, c'est-à-dire que les parrains de la déstabilisation du Centrafrique. Et vous aurez remarqué que la mise justement, alors la neutralisation de cet individu, couplée justement à la qualité de son exploitation qui a permis justement d'annuler un certain nombre de menaces qui pesaient sur le Centrafrique, démontre aujourd'hui de la qualité de ces services de renseignement qu'il faut féliciter et qui est un autre élément sur lequel le peuple centrafricain, les autorités centrafricaines doivent justement se servir pour communiquer avec ces centrafricains de la diaspora, de nature à leur dire votre pays est debout, votre pays compte et votre pays a besoin de vous. Oui. Merci à vous. Charlie, président Bana, en 1 minute 30, je vous en prie, rapidement, puisque nous voulons refermer cette production, que peut-on... non, oui, c'est bon, non, c'est à vous la parole, je vous en prie. Prise de parole exceptionnelle, juste 1 minute 30, le temps de refermer, que doit-on concrètement retenir au sortir de cette réflexion? Au-delà de ce qu'il faut retenir, je voulais revenir sur l'enjeu du Soudan, que Jonathan a si magistralement souligné, pour dire que ce sont les mêmes acteurs qui hier parrainaient les groupes soi-disant politico-militaires qui sont à l'œuvre au Soudan. Il n'est pas difficile, il faut qu'on le sache. La France, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, tous qui sont au Soudan. Et ce n'est pas pour les beaux yeux, la prédation opère de manière stratégique et elle anticipe. Ce qu'on a perdu à gauche, on le reprend à droite, à partir du Soudan. D'autant plus que vous allez voir que les mêmes acteurs sont au cœur de ce que j'appelle la complicité du système de stabilisation de la paix en Centrafrique autour de la MINUSCA. Vous avez les partenaires qui sont à l'œuvre, les États-Unis, l'Union européenne, la BAD, etc. FMI, la Banque mondiale. Regardez le système là. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est très simple à voir. La réelle dépendance du pays à l'égard d'une structure comme la MINUSCA est avantageuse, mais elle peut être aussi désavantageuse. Parce que les méthodes de la prédation qui sont au cœur de cette affaire peuvent utiliser ça comme levier de chantage et même d'affaiblissement de l'État centrafricain, dans l'optique au cas où nous n'obtenons pas ceci, nous allons voir ça en faisant pression. Le président a vécu ça pendant des années, il a magistralement suggéré ça. Donc l'enjeu important, vous me demandez qu'est-ce qu'on... Allons-y pour retenir. Il y a des contraintes sécuritaires qui nous obligent à refermer rapidement cette production. Cette dynamique de paix, elle est réelle, elle est irréversible, mais il faut savoir que ça va demander toute une intelligence stratégique au niveau de l'État centrafricain, mais aussi à tous les amis de la Centrafrique. Donc ce n'est pas seulement une affaire de la Centrafrique. Oui, je ne parle même pas des institutions africaines. Je n'ose même pas parler des institutions africaines. Je n'ose même pas. Donc tous les amis de la Centrafrique, il va falloir qu'on veille. C'est pour ça que les panafricanistes n'auront pas de sommeil. Tout à fait. Jusqu'à ce que tout se passe bien pendant, avant, pendant et longtemps après. D'accord. Merci infiniment à vous, Christelle Chili, d'avoir été des nôtres le temps de cette réflexion. Bertrand Tatina, Jonathan Batengene, Charlie Kenyé, président Banakani. Merci à toute la partie technique. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demain, nos caméras, le Messager TV, mais surtout Pan-African Media TV vont sillonner le pays à l'effet de vous permettre de vivre à notre manière ce scrutin, ce quadruple scrutin du 28 décembre. Bonne soirée à tous et à très bientôt.